Bonjour, nous sommes donc à Matongué Morning, votre émission sur Matongué TV. Nous recevons aujourd'hui le docteur Nzali Liongo Gérard, qui est, comme vous le savez, professeur de gestion économiste et médecin vétérinaire. C'est un consultant, nous avons l'occasion de discuter avec lui et il nous donne ses analyses sur Radio Panique. Mais l'occasion est venue aujourd'hui sur Matongué TV de parler un peu de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le docteur Nzali Liongo Gérard, bonjour. Bonjour Ramsès. Nous sommes très heureux en effet de vous recevoir. Quelle est votre lecture des événements qui se passent maintenant en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, je crois que tout le monde en perd son latin parce que la situation est assez confuse, dans laquelle on observe qu'il y a pas mal de choses qui ne semblent plus suivre finalement ce qu'on pensait être au départ. Et il y a des stratégies qui se télescopent aussi bien au sein de l'opposition qu'au sein de la majorité. Et il y a le dialogue qui semble s'essouffler à cause des préparatifs ou d'un climat de préparation, ou plutôt la question d'un comité de préparation qui mais l'actualité pour l'instant c'est ça, c'est le dialogue qui se tiendra ici à Bruxelles dans quelques jours. Ce dialogue, d'abord, ce pré-dialogue, du moins, c'est la réunion de l'opposition. Mais justement, il semble que l'UDPS semble vouloir prendre un peu le leadership pour essayer de fédérer un peu cette opposition, sinon plutôt pour faire passer ses propres idées. Mais c'est un peu ce qui va se passer. Est-ce que cela va réellement se passer? Parce qu'il semble même que certaines personnes commencent à poser certains préalables. C'est tout un peu le problème de pouvoir fédérer cette opposition qui est un peu disparate, où il y a finalement pas mal d'égo et de crise de légitimité. Et quelle a été votre lecture suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait en sorte que le président, naturellement, cet article 70 est un peu lu et relu différemment, mais quelle est votre approche par rapport à la décision même de la Cour constitutionnelle? Il faut prendre la décision de la Cour constitutionnelle, elle est tout à fait scientifiquement, il n'y a rien à redire. Donc ils ont fait une lecture de la chose, ils ont explicité les fameux articles. La seule chose, peut-être, c'était juste le climat ou le moment où cela est arrivé. C'est un moment où il y a l'opportunité politique n'était pas bonne, tant aussi bien que la lecture se fait de façon différente. Il y en a d'aucuns qui ont eu une levée de bouclier parce qu'il semble que c'est vraiment, comment dirais-je, donner la porte ouverte à ce que le président puisse notamment se succéder à lui-même. Et par contre, d'autres ont bien compris que c'est plutôt une situation où on éclaircit, on explicite finalement ce qui est décrit dans la Constitution. Est-ce que c'était la dernière possibilité pour le président, sachant que c'est plus qu'une porte de sortie, c'est comme un strapontin, mais le strapontin a une caractéristique, c'est d'être un peu inconfortable. Ce strapontin-là, de rester jusqu'au président élu, est-ce que la Cour constitutionnelle lui a vraiment rendu service? Est-ce que cela lui siera convenablement pour tenir? Évidemment, je crois qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Donc il y a d'abord le prescrit de la Constitution, et puis il y a aussi la matérialisation du fait politique. La matérialisation du fait politique, ça serait le fait que le président devrait, ou plutôt le gouvernement devrait depuis longtemps préparer ces élections. Tout porte à croire qu'il y a eu un pourrissement ou véritablement un assèchement de moyens pour pouvoir... Une volonté de ne pas faire ces élections, on peut dire ça clairement. Mais quand on regarde ça a posteriori, on peut le penser. Était-ce une stratégie parce qu'il faut avouer, comme je le disais, que pour le moment, et depuis à peu près un an, donc que ce soit dans la majorité et surtout chez eux, il y a eu pas mal de scénarios qui étaient faits pour pouvoir se succéder à soi-même, pour pouvoir pérenniser le système, ce qui est un peu légitime. Mais cette stratégie de M. Kabila qui ne parle toujours pas, il y a eu des massacres de Béni, nous en parlerons, il y a eu cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a ces échéances électorales. M. Kabila ne veut vraiment pas passer au micro pour ne fût-ce qu'apaiser la situation. Quelle est votre lecture par rapport à cette stratégie, si c'en est une? Écoutez, je pense que tout le monde est un peu désarçonné à cause notamment de ce silence, mais ça a été son mode de fonctionnement depuis le début. Donc c'est quelqu'un qui est venu avec une autre façon de gérer. Et c'était justement de pouvoir être silencieux sur un certain nombre de choses, en se disant que les gens finiront par voir finalement le fil conducteur et qu'il y a des... C'est plutôt de devinettes, tu pousses les gens à deviner des choses, et ce sont des méthodes de gouvernement que de jouer aux devinettes. Mais c'est le vrai danger. Le danger, c'est justement
quand il n'y a pas d'information, on laisse libre cours, on laisse la place finalement à la rumeur et à la spéculation. Et ça, je dois dire, du point de vue personnel, je me demande si c'est véritablement une bonne stratégie. Il me semble qu'il devrait de temps en temps pouvoir dire des choses dans des moments cruciaux pour éclairer, ou sinon de donner des signaux très clairs vis-à-vis des personnes qui sont en attente. Parlons plutôt de cette préparation de ce dialogue avec Edem Kodjo, facilitateur, qui est venu, qui a rencontré, qui continue à rencontrer, naturellement il est rentré en consultation. Comment vous voyez l'homme par rapport à la dimension du Congo? J'ai l'impression qu'il est un peu court. Excusez-moi de prendre ce terme-là, même s'il a eu des grandes responsabilités au niveau continental, mais le Congo est très complexe. Très complexe. Donc, il est très très complexe. Donc il n'y a qu'à voir finalement l'histoire de ce pays qui a toujours eu un statut tout à fait particulier, même avant l'indépendance. C'était l'État indépendant du Congo avec un territoire de libre-échange où finalement on avait accordé ce territoire à une puissance qui était une puissance moyenne, même faible, et qui au fur et à mesure qu'il a perdu notamment son tissu industriel, et s'est mis dans le service, il y a, comment dirais-je, un retour finalement des grandes puissances qui sont par exemple la France et les États-Unis. Donc, et puis après il y a eu quand tu regardes l'histoire du pays, et nous avons jusqu'aujourd'hui toujours eu notamment l'assistance de l'ONU depuis les indépendances. Et aujourd'hui, on se trouve avec un contingent le plus grand qui existe. Donc cela veut dire que c'est un pays avec une complexité, due notamment à la porosité de sa frontière, due finalement à ses richesses, due finalement à la diversité culturelle et qui attire des convoitises divers. Il y a des intérêts, on va dire, des intérêts divergents qui se télescopent et aussi notamment dû à la nature même de l'homme politique congolais qui de temps en temps développe des égos assez surdimensionnés. Oui, c'est vrai, en effet, comme vous dites, il y a M. Edem Kodjo, facilitateur international, vous trouvez que c'est un peu difficile pour lui d'arriver à dénouer un peu ou à mettre en mouvement ce dialogue tant attendu par la communauté internationale, mais après ce dialogue, que sera-t-il du texte constitutionnel? Parce que 19 décembre, on sait très bien que M. Kabila n'aura plus la légitimité comme telle. Tout cela amène finalement le grand vide, parce que tant qu'à dire, les textes étaient là. Si on ne va pas faire une politique de supposition, si les élections avaient été préparées, on n'en serait pas là. Donc il n'y aurait même pas eu besoin d'avoir de dialogues qui n'en finissent pas. On risque de se retrouver véritablement dans une situation où il y a un vide et que toutes les conditions pour finalement une déflagration peuvent être réunies. Donc tous les mécontents, que ce soit en interne, en externe, et aussi, il faut savoir aussi, les intérêts sont aussi des intérêts internationaux qui risquent de ne plus se retrouver. Et là, donc, on peut se retrouver, hélas, dans une situation où on peut craindre qu'il y ait un nouveau libérateur qui nous apparaisse de nulle part, et Deus ex machina. Donc, donc tous les scénarios sont tout à fait possibles et vraisemblables. À votre avis, à la place de M. Edem Kodjo, ou bien l'aidant, lui donnant un coup de fil, ou aidant l'opposition congolaise par rapport à tout ce qui se fera, vous pensez que la situation au 19 décembre, M. Kabila ne voulant absolument pas partir, comme les textes le disent, comme on entend ici et là, mais l'absence même du gouvernement, on voit le porte-parole qui prend beaucoup plus des précautions pour parler, mais on n'entend rien du chef du gouvernement. Pourtant, il a un rôle prépondérant. C'est une question très très importante et qui montre bien la complexité du tissu politique congolais, où on ne sait pas trop bien où se trouvent les vrais pesanteurs ou les vraies balises. Le pouvoir se trouve enfermé entre les mains de qui doit pouvoir agir. On sent que chacun essaie de tirer la couverture de son côté et pris de panique. On sent que les stratégies ne semblent plus aussi harmonieuses qu'elles l'étaient au départ. Et c'est vrai ce que vous dites, parce qu'en ce moment précis, le gouvernement pouvait avoir finalement un mot à dire, mais que va-t-il dire? Puisque de toute façon, il a eu une faillite dans la gestion
de l'organe, de ne pas donner le moyen à l'organe qui devait organiser ces élections. Donc qu'est-ce qu'il a dit, si ce n'est aussi un attentisme qui se fait voir. Et c'est pour ça que je répète encore une fois que nous sommes dans une situation hyper dangereuse dans laquelle il peut se trouver que des personnes, aussi bien que ce soit en interne ou en externe, se disent écoutez, maintenant on en a assez. Donc il faut que les choses changent. Les spécialistes de l'Est du Congo prévoyaient déjà qu'il y aurait certainement des massacres où une guerre larvée se préparerait pour pouvoir faire en sorte qu'il y a une possibilité de faire des élections. Est-ce que vous pensez que ces massacres de Beni, de Lubero viennent pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait rien, ou bien à votre avis ce sont des faits du hasard, du calendrier macabre de l'Est du Congo? Non, je ne pense pas, dans mon humble avis, je ne pense pas que ce soit le fait du hasard. Au demeurant, il faut quand même déplorer toutes ces personnes qui sont prisonnières de ce climat de violence pour lequel on doit avoir l'humilité et la compassion. Parce que ce sont des gens qui sont même pas dans le désespoir, mais c'est une désespérance terrible de savoir qu'on ne sait pas sortir notamment de ce type de situation. Seulement, il faut se poser la question. Pourquoi des prédictions aussi claires par rapport à ce qui devait se passer là-bas? Est-ce que cela ne correspond pas? Je ne veux pas entrer non plus dans une vision complotiste du pays, mais tout laisse à croire quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Comment peut-on, j'espère que vous avez vu des images comme moi, des massacres qui se sont passés au vu aussi de tout le monde, alors qu'on fait de la musculation sur des marches qui sont tout à fait presque innocentes. Donc, pourquoi ne dirige-t-on pas ces forces de l'ordre vers les endroits où il y a des véritables troubles? Est-ce que ce trouble-là ne profite pas à quelqu'un? C'est la question qu'il faut se poser. Comme vous le dites, on a vu le gouvernement déployer les forces de l'ordre, la police et l'armée au Katanga pour anéantir ce monsieur Katumbi qui était d'ailleurs dans l'opposition, dans la majorité, qui est maintenant dans l'opposition, mais on voit les forces armées dépêchées par le gouvernement. Et on ne voit pas les forces armées dépêchées en nombre aussi important, avec les moyens militaires pour pouvoir aider la population qui est dans l'Est. Cela est analysé et perçu par tout le monde. N'est-ce pas aussi une façon d'abandonner ce peuple de l'Est chaque jour qui passe? Mais c'est vrai que nos frères de l'Est sont en train de vivre des situations absolument insupportables. De pouvoir voir son territoire être, comment dirais-je, vandalisé et à subir tous ces climats de violence. Donc on a l'impression qu'ils sont abandonnés. Puis bon, de toute manière, vous vous souvenez un peu des principes de Machiavel. Quand on veut vraiment affaiblir des gens quelque part, on s'y prendrait pas autrement. Donc en lisant est-ce que c'est quelque chose qui est fait à dessein? Est-ce que sommes-nous tous frappés de cécité pour ne pas comprendre qu'il y a des mains obscures, des mains bien plus puissantes qui sont en train d'orchestrer ce genre de choses? Vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Mais bon, dans tout cela, du point de vue personnel, j'ai beaucoup d'espoir parce que bon, les intérêts sont quand même très importants. Et puis, il y a cette jeunesse qui est en train de se réveiller. Quand on prend tous ces jeunes qui font le sacrifice de leur vie, de leur scolarité pour élever la voix, vous voyez de qui je parle, des jeunes qui ont fait ça en janvier, des jeunes qui ont fait ça dernièrement, qui ont été emprisonnés comme ça. Donc il y a vraiment de l'espoir, il y a quand même de l'espoir que les choses puissent changer. Parce que bon, finalement, ces scénarios vont arriver à leur terme et pouvoir... Ils vont être stérilisés. Ça, Parlons alors de ce qui va arriver si élection il y a, c'est-à-dire, nous savons très bien les textes constitutionnels prévoient et disent très bien que c'est une élection à un tour, un scrutin à un tour, et vous pensez que l'opposition aura les moyens de proposer un candidat? Iront-ils en ordre dispersé, du moins à la lecture actuelle des choses? C'est assez difficile, je sais très bien, j'entends très bien, il y a tellement beaucoup de personnes, on ne va pas les citer, mais est-ce qu'ils arriveront à avoir un candidat unique, ou bien
vous voyez profiler tout simplement le scénario de plusieurs candidatures? Je crains fort qu'il y ait plusieurs candidatures. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens de le faire. C'est normal. Il n'y a pas le texte organique qui dit que voilà, il faudra qu'il y ait juste un candidat pour l'opposition. Il serait peut-être mieux pour pouvoir, comment dirais-je, concentrer les forces. Mais cela étant dit, quand on sait que c'est juste à un tour, donc s'il y a un candidat qui, comment dire, peut récolter un suffrage assez important, on n'a pas nécessairement besoin de s'allier à tous les opportunistes qui sont peut-être derrière. Mais bon, c'est vrai que bon, l'idéal, ça serait qu'ils puissent fédérer. Mais de toute façon, l'opposition n'est pas un parti politique. Est-ce qu'on peut organiser des primaires pour l'opposition? Ça serait peut-être aussi une première. Et ça serait peut-être salutaire pour notre pays. Mais faut-il avoir encore les moyens? N'utilisons pas des termes alors qu'il n'y a pas de moyens. Ces partis politiques ne sont pas aussi outillés pour pouvoir faire les élections, les primaires dans toute la République démocratique du Congo. Non, ce serait tellement vaste. Bon, on a entendu parler de ces mots-là. On va revenir aussi à une actualité, celle de M. Bemba du MLC avec ses réquisitions du procureur. Comment voyez-vous un peu le MLC, du moins on attend naturellement la décision de justice, mais comment voyez-vous ce parti dans cette année électorale qui avance? Il faut espérer vraiment que les institutions pénales internationales puissent mettre de l'eau dans leur vin pour pouvoir libérer en temps utile ce monsieur qui représente pour notre pays finalement peut-être aussi une alternative. Mais seulement quand on regarde les choses, il y a lieu de pouvoir être un tout petit peu sceptique parce que autant, comment dirais-je, c'est un personnage qui peut notamment amener, qui rassemble un certain espoir des gens, mais autant il peut être aussi dangereux pour des gens que l'on connaît. Est-ce qu'il y aura une conjonction de circonstances qui vont faire en sorte qu'il puisse sortir? La question est là. Seulement, si cela n'est pas le cas, il va falloir que de ce parti puisse déjà voir de quelle manière ils peuvent gérer cette situation dans laquelle le CPI ne donnerait pas notamment le feu vert pour son président. On va son parti un peu très actif avec Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale, qui est semble-t-il sur la sellette avec cette histoire d'outrage. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, avec cette histoire d'outrage au président de la République, toujours des mots pour pouvoir anéantir toutes les personnes qui ne seraient pas dans le rang. C'est vraiment un moyen de pouvoir combattre l'opposition, toujours des menaces de justice qu'on trouve un peu instrumentalisées. Moi, je me disais toujours que c'est un peu ce qui se passe. Quand on est devant un pouvoir qui existe et qui est fort, il ne faut pas lui donner l'occasion non plus de pouvoir utiliser les moyens qui sont exorbitants qu'il a. Et c'est vrai que en faisant ça, véritablement, on peut notamment porter préjudice, notamment au parti, à ce parti, et notamment à Eve. Mais cela profite véritablement à qui? Il faut se poser la question, sincèrement. Et il y a derrière tout ça, comment dirais-je, des questions à se poser. Et je reconnais le courage de la secrétaire générale. Mais je ne sais pas. Pour ça, je donne ma langue au chat. Je suis un tout petit peu sceptique. Voilà, Dr Nzali Iliongo Gérard, nous avons l'occasion de vous avoir reçu ici pour parler de cette actualité de la République démocratique du Congo sur Matonge Morning. Nous aurons ici à Bruxelles une rencontre de l'opposition. Nous espérons vivement vous recevoir à l'issue de ces rencontres du 8 et 9 juin, à moins que les dates ne changent. Quant à nous, nous vous disons bien de bonnes choses. Et si vous avez un dernier mot par rapport à un message que vous voulez passer par rapport à une chose que nous n'avons pas pu dire, Monsieur Gérard. Je vous remercie infiniment pour cette invitation, et je viendrai de bon cœur, parce que bon, ce pays, nous l'aimons tous, et s'il faut apporter quelque chose, donc on le fera vraiment de tout notre cœur et de toute notre... Mais la seule chose qu'il faudra, le message que je voudrais dire aussi, c'est que pour autant que nous aimons ce pays, il peut y avoir des manières différentes d'arriver, sinon à le libérer, ou plutôt à faire en sorte que ce pays puisse avancer. Il n'y a personne qui a le monopole de la route de ce pays.
Et ça pourrait véritablement être un beau message pour que les gens ne se tirent pas dans les pattes pour finalement une cause que nous soutenons tous. Merci beaucoup Nzali Iliongo Gérard, Matonge Morning avec le concours de technique de Petit Matona. Merci à vous tous. Nous allons avoir l'occasion de vous revoir très bientôt. Portez-vous bien. Merci.